Coucou Virginie. Ça commence. J'adore ce côté agressif. Coucou Dorit. Ouais, c'est très bisounours. Mais je t'aime trop. Je sais pas ce que tu sens. Moi aussi. C'est franchement un bonheur. Dis-toi que tu te rappelles, je t'ai interviewé il y a 1 an. Ouais, c'était le début du podcast où j'ai dit, mais attends, je flippe. Mais oui. Mes émissions, me lancer seule. Et C'est une dinguerie. Merci, au contraire. Mais ma star, il y a 1 an, je t'ai interviewé. Et ton soutien, il a été tellement précieux pour moi parce que ouais, j'étais grave en angoisse. C'était le tout début et tout. Et là, 1 an après, on est là. Avec un peu plus d'expérience. T'étais la toute première interview de ma carrière. La toute première interview. Et genre, ça s'oublie pas, tu vois. Je suis hyper fière. Hyper aimée. Mais c'est surtout parce qu'en fait, tu vois, quand on démarre, on est toujours dans une espèce de... On est face à une falaise, c'est abyssal, quoi. Comme, tu vois, quand on se dit, mais non, on n'a pas la capacité, on peut pas, on ne sait pas. Moi, j'étais la première abyssale, le syndrome de l'imposteur. Toi aussi, t'étais là-dedans. Tu ne disais pas encore, mais c'était un peu ça. Et en même temps, tu savais que tu avais énormément de choses à délivrer. Tu avais envie de parler, tu avais envie de communiquer, tu avais envie d'échanger. Et t'as face à toi des gens qui ont aussi envie. Et donc, c'est pour ça que je t'ai poussé au maximum en me disant, vas-y, lâche-toi. Cherche pas. Lance-toi. Et tu vois. Mais de toute façon, Lion Sagittaire, ça marche trop bien. C'est ça l'explication. Ouais, j'avoue. Mais pas une seule seconde, tu devais douter et la preuve, tu vois. Mais t'es trop bienveillante et t'es un bonbon, franchement. Je suis avec tout le monde, je te rassure. Hein. Ouais, mais j'ai peine à croire à ça, tu vois, parce que je sais pas, tu t'es hyper solaire. La toute première fois que je t'ai vue, c'était sur School Télé, où du coup, à l'époque où moi j'y étais, t'étais habillée en orange et tu dégageais un truc tellement, une aura, une énergie tellement positive. Et en fait, on a envie de venir te parler. Ça, c'est important de le dire quand même. C'est que tu dégageais déjà un truc très chaleureux, très avenant, en fait. C'est vrai que j'ai cette chance-là, ouais. J'aime beaucoup me parler. Ouais. Confier. Ouais, mais parce que tu attires ça. T'as des super bonnes énergies. Merci. Bon, ma star, je t'aime trop, mais je vais pas passer 1 heure à le dire quand même. Parce que les gens, à un moment, ils vont dire, bon, quand même, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Je vais te présenter parce que, t'as une carrière de fou malade, mais un truc incroyable. J'ai dû faire des choix. Je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas si on peut dire ça. Mais bon. Si, moi, je me permets de le dire parce que c'est le cas. Et je sais que toi, t'es méga humble et tout. Je vais citer certains points clés de ta carrière. Bon, alors, je vais lire parce que... Alors, moi, je vous montre un petit peu. Ça, c'est la presse. La presse juste pour la carrière de Virginie. Et encore une fois, j'ai fait des choix. Donc, tu as commencé comme assistante de production, notamment pour Thierry Ardisson et Michel Drucker. Ensuite, tu as été journaliste, reporter d'images et rédactrice. Et puis en 2007, c'est tes débuts dans l'animation. Tu co-animes des émissions de divertissement avec Olivier Mine sur France 2. En 2009 et 2010, tu présentes La Nouvelle Star sur M6. En 2012, tu co-animes Rendez-vous en terre inconnue. En 2013, tu présentes Les Victoires de la musique avec Laurent Ruquier. En 2013 toujours, tu présentes les 3 premières saisons du concours Qui sera le prochain grand pâtissier. Le CV est incroyable. En 2014, tu co-animes encore Les Victoires de la musique avec Laurent Ruquier. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Je suis un mec formidable. Bon, ça, c'est bon de savoir parce qu'on ne sait pas les images dans des ce gens. métier, tu sais. Ouais, les images des gens dans ce métier, elles sont toutes faussées, elles sont toutes... on a chacun, en fait, un fantasme sur les uns et sur les autres qui est toujours très faussé, très raconté. Et c'est bien de le dire quand ce sont des gens bien, ouais. Ouais, de fou, parce que comme tu dis, on peut avoir tendance très facilement à idéaliser les gens sur ce qu'ils montrent et... les à l'inverse, sont décevants, en fait. Ou à l'inverse, se faire des fausses idées sur les gens, ce qui est plutôt très souvent le cas en télévision, notamment. Et on a tendance, tu sais, les gens ont facilement tendance à être haineux, en tout cas, à désaimer, à maudire. Et je pense que c'est bien de dire aussi. Ouais, de fou, tout va très vite. Hein. Tout va très, très vite dans ce milieu. Les gens t'adorent et puis ils te détestent d'un coup. Ils oublient très, très vite. Non, mais de fou. Moi, je vais continuer à expliquer pourquoi on connaît ce magnifique visage. Donc, tu as été la porte-parole de la France à l'Eurovision en 2015. Bon, encore une fois, j'ai dû faire des choix. Donc là, c'est seulement quelques émissions marquantes que tu as faites et qui font qu'on te connaît. Ouais. Ensuite, en 2015, Virage, tu te lances dans le théâtre. Ça, c'est un grand moment aussi de ta carrière. On y reviendra. Et depuis 2022, tu animes le grand JT de l'éducation sur School Télé, là où j'ai eu l'immense chance de te rencontrer. Entre tout ça, tu as à peu près 1,5 million d'activités d'engagement humanitaire. Tu es une meuf hyper engagée et ça, on va y venir aussi. Donc moi, je vais te poser une question qui va pas être facile. Je te mets un coup de presse là. Ouais, c'est ça. C'est merde. Je suis à peine réveillée. Moi, je suis venue là. Je suis maquillée parce que forcément, je me réveille comme ça. mais en même temps, je me dis, mais quelle pression. C'est quoi là? Tu te maquilles, t'es tellement trop belle. Ouais. T'es trop belle. T'as pas besoin de maquillage, Malstar, t'es trop belle. La question, elle est pas facile, mais je te la pose quand même parce qu'en voyant tout ce parcours, forcément, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intriguée. Parmi tout ce que t'as fait, être journaliste, reporter, l'animation, le théâtre, c'est dans quoi que t'as trouvé le plus de sens et pourquoi? Le plus de sens, très honnêtement, je l'ai trouvé dans tout, mais pour des raisons différentes.
C'est-à-dire que je le savais pas forcément, mais au début, quand je fais de l'antenne, des émissions de divertissement, je dis oui pour un prime en direct et sur France 2. Pour la première fois de ta vie, c'est assez rare. En général, tu démarres toujours petit, puis tu grandis petit à petit. Moi, je me suis lancée comme ça, je me suis jetée dans le vide. Alors, certes, très entourée, hein, avec un réalisateur que j'adorais, Jérôme Revon, toute une équipe d'assistants réels qui sont top, parce que toutes les équipes derrière, on oublie de le dire, mais c'est avec eux qu'on fait une émission. On ne les fait pas seuls, et c'est pareil pour aujourd'hui. Donc, tous ces gens qui étaient là, tous ces gens qui étaient autour de moi et qui m'entouraient, Olivier Mine, forcément, le mec le plus sympa de la Terre. T'as beaucoup bossé avec lui. Ouais. Et si tu veux, ce sont des moments qui sont hyper précieux, mais tu te dis toujours un peu, qu'est-ce que tu fous là? Alors, qu'est-ce que tu fous là? Parce que déjà, c'est un syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi et pas une autre ou un autre? Qu'est-ce que je fais là? Parce que les artistes, enfin, je suis tellement petite moi par rapport à eux. Qu'est-ce que je vais réussir à prendre d'eux, tu vois, dans ce qu'ils vont raconter en moins d'une minute? Mais je me permets de te couper sur ça. C'est quelque chose que tu t'es dit au début de ta carrière, que tu te sentais petite à côté des artistes, ou ça a disparu Non, toujours maintenant, et heureusement. Ah ouais. D'ailleurs, je serais très, très, très angoissée et morte de honte de ne pas avoir changé, d'avoir changé justement ce point de vue-là. Ah non, au contraire, on est très petit par rapport à ces gens-là qui apportent énormément. Et mais c'est ce que je voulais aussi, c'était, tu vois, avoir ma petite part de, voilà, j'ai envie de pouvoir prendre ce qu'il y a en eux et d'éventuellement le partager avec tous ceux qui nous regardent. Et donc, le sens que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était un sens qui était plus inconscient, voire subconscient, qui était le saut en fait que j'allais faire, le fait de me mettre en danger une fois de plus. J'adore ça. Et cette espèce de réparation que j'avais par rapport à ce qui s'était passé avec mon père qui avait présidé France Télévisions, le nom que je portais, Guillaume, que personne ne connaisse, enfin peu de gens connaissent aujourd'hui, mais à l'époque, si tu veux, pour moi, c'était en fait une façon de réparer quelque chose. Bon, qui est très diffuse, mais qui pour moi était très ancrée. Quand j'ai fait Rendez-vous en terre inconnue, j'étais beaucoup plus moi. Et d'ailleurs, quand Frédéric Lopez est venu me voir en me disant, écoute, j'aimerais bien que ce soit toi, j'ai fait 4 années de suite. J'étais extrêmement touchée, j'étais hyper émue et tout, j'en ai pleuré au café parce qu'il m'a sorti ça comme ça et je lui dis mais ouais en fait c'est ça dont j'ai envie, le partage encore une fois, le fait d'être avec quelqu'un, de prendre du temps. On prenait peu de temps à la télévision aujourd'hui. Fred il a amené ça, tu vois, avec son émission à la campagne. Il y a plein d'autres émissions qui le proposent, mais à l'époque on prenait peu de temps pour discuter. La transmission en fait. La transmission, le partage, le lien, et puis des choses simples. Pas des choses fake, pas des questions toutes faites et toutes préparées, quoi. Tu vois, tout d'un coup, c'est un échange, t'es dans l'écoute. Et être dans l'écoute, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je savais que j'avais cette capacité-là. Et donc, j'avais envie de pouvoir échanger. Donc, ça a été un autre sens. Et puis, aujourd'hui, d'être en quotidienne sur le grand JT d'éducation, là, c'est un sens encore différent. C'est tout d'un coup de me mettre dans ce que, finalement, je pense être au plus profond de moi, c'est-à-dire journaliste, et surtout, d'être dans le partage d'informations, dans le relais aussi de l'engagement, de ce qu'est une société. Je me suis beaucoup engagée par ailleurs et depuis toujours auprès d'associations, mais là, je le fais en plus, si tu veux, dans mon métier au quotidien. Ouais, mais on va y venir tout ça, ne serait-ce que la bifurcation sur justement le théâtre, tous les engagements associatifs que tu as, parce que c'est un parcours incroyable. On va revenir avant ça sur les victoires de la musique. Donc on retourne en 2014, le 13 février pour être précis, où tu co-animes, comme je l'ai dit, les victoires de la musique avec Laurent Ruquier. L'émission, elle dépasse les 3 millions de téléspectateurs. C'était plus arrivé à l'époque depuis 5 ans. C'est un record d'audience. Moi, je me pose une question dans ce milieu. Comment t'as fait à ce moment-là? Comment tu fais en général pour gérer la pression, la charge mentale énorme que c'est les audiences? Alors, c'est vrai qu'il faut, on connaît peu ce truc-là, mais quand on est effectivement animateur, tu as le 9h, le 9h05, un 9h07 qui tombe avec les audiences, etc. C'est quelque chose de pas évident à gérer, mais moi, j'avais cette naïveté, cette innocence de je démarre dans ce métier déjà. Excusez-moi d'être là. Je sais même pas trop pourquoi je suis là. Je me disais à Laurent Ruquier d'ailleurs juste avant. Je dis écoute, je suis désolée quoi. Enfin, je suis un boulet. Enfin, tu vois, mon pauvre, t'es là. Toi, t'es gigantesque, etc. Moi, j'arrive sur scène, on se fait un duo. J'espère que et en même temps lui de me dire non mais attends mais moi me retrouver dans un truc de divertissement, tu vois, sur scène. Bon, chacun avait ses, mais tu vois, c'est ces petites torsions là qui font aussi que t'es différent, que t'amènes autre chose, que t'as un regard avec ceux qui sont là dans le public, mais aussi avec ceux qui te regardent à la télévision et les audiences. Ouais, c'est horrible, c'est machin, mais en même temps, c'est tellement rien par rapport à ce que tu vis sur le moment, en fait. T'arrivais à te détacher de ça, des chiffres, pour quand même kiffer ce que tu faisais et Parce que te pour moi, concentrer sur là, je fais ça aujourd'hui, demain matin, ça s'arrête, c'est pas grave. C'était pas mon but dans la vie.
Voilà, c'était pas du tout. J'avais d'autres métiers, je voulais faire plein d'autres choses. J'ai fait l'antenne, ça a marché. Si ça marchait pas, c'était pas grave, quoi. Ouais, mais justement, je suis en train de chercher la question où tu disais que c'était pas du tout ton rêve, voilà, de faire de la télé. Ça, je l'ai prévu. C'était une interview. Cette interview, elle était pour le Mediablog de Juliane. Fais comme les vieux, fais comme moi. Prends des fiches, prends des feuilles. Non, t'inquiète, c'est à l'ancienne. C'est hyper, c'est hyper pratique l'iPhone sur ma vie, c'est hyper pratique. Mais je sais. Ça te revient ou pas cette interview pour le Mediablog de Juliane? Sûrement. Enfin, j'ai sûrement dit plusieurs fois d'ailleurs. Je vais te poser beaucoup de questions qui sont tirées de cette interview en fait, parce qu'elle a été hyper riche et justement tu parlais de ça, du fait que tu t'étais pas, enfin, pour toi, tu t'étais pas prédestiné à faire de la télé, c'était pas du tout ce que tu voulais faire. Non, pas du tout, parce que c'était pas mon rêve du tout. Déjà parce que j'ai un rapport d'amour-haine avec ce métier. Encore une fois, c'est un métier. Ma mère y est issue, elle a été directrice de la com de France Télévisions. Hyper présente dans ta famille. Mon père a précédé France Télévisions au moment de la réunion des deux chaînes, Antenne 2 et FR3. J'avais toute une vie autour de ça, et donc je les voyais peu, mes parents, ils me passaient comme des malades. Je me disais pas bon chouette, il faut que j'aille faire de la télé, pas du tout, quoi. Voilà, j'avais plein d'autres idées, je voulais créer des parfums, je voulais diriger un hôtel, monter un resto, j'adore la bouffe, j'adore cuisiner. J'avais une passion absolue pour le journalisme, et donc journalisme, mais de guerre politique, j'avais envie d'enquêter, j'avais envie de partir sur le terrain. Je me demandais déjà à l'époque, quand t'es ado, quoi, tu te dis mais comment on peut être aussi manquer autant d'humanité, et encore aujourd'hui, je me pose encore plus la question aujourd'hui, mais et donc, en fait, tu as envie d'aller là-bas, de te rapporter des choses, de voir ce qui se passe. Et puis, en fait, la vie m'a amenée ailleurs. Et la télévision, c'est vraiment venu par hasard. C'est venu par hasard parce que je suis dans une période de ma vie où, en fait, tout était à peu près solide, équilibré. Et je me disais, pourquoi pas le tenter, quoi. Ça, on me propose quelque chose. C'est comme un saut en parachute, tu vois. Ouais. Mais justement, tu as vu un challenge. Et c'est de ça dont tu as parlé dans cette interview. Et moi, j'ai trouvé que ce passage, il était intéressant à creuser, justement. Tu as dit que c'était pas du tout. Donc, je vais citer ce que tu as dit, d'où l'importance de retrouver la question. Parce que je veux citer tes propres mots. Ça n'était pas du tout mon rêve de faire de la télé. Je suis passée de l'ombre que je souhaitais profondément à la lumière. Je suis quelqu'un de timide et réservé. J'ai accepté au bout de la 50e proposition pour le challenge. On sait ce qui t'a donné envie d'accepter, mais moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui t'a fait rester. Qu'est-ce qui a fait que t'as continué, et aussi de quel challenge tu parles. Est-ce que c'est peut-être le challenge de prouver qu'une personne timide, elle peut arriver à dépasser ça et à aller dans la lumière? Alors non, franchement, le principe de la timidité, c'est pas du tout enfin, je me suis pas du tout arrêtée là-dessus. Je crois pas que ce soit un challenge pour personne de se dire, je vais vaincre ma timidité, quoi. Non, tu vas. Ouais, peut-être. À travers le théâtre ou en tout cas, moi, j'allais chercher autre chose, quelque chose de bien plus profond, de quelque chose de bien plus ancré. Et alors déjà, il y a quelque chose de très basique, on va pas se mentir, hein, c'est le fait que tout d'un coup, ça marche dès le départ, et on te dit, non, c'est cool, faut rester. Donc, j'avoue que tu te dis pas, non, pas du tout, je m'en vais, tu vois. Non, forcément. Dis, si ça marche, c'est chouette, pourquoi pas. Et surtout, c'est pas ça, c'est que c'est le plaisir que tu prends. Le plaisir de partager, encore une fois, de créer un lien avec ceux avec qui tu es. À l'époque, déjà, on me disait, tu sais, Virginie, les artistes, ça fait pas d'audience. Ah ouais. Comment ça, les artistes, ça fait pas d'audience? C'est-à-dire, j'ai pas compris. On me le dit encore plus aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça me rendait dingue. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on dise ça? C'est-à-dire aller à un concert, les concerts sont pleins à craquer. C'est quoi la aller au théâtre, de dire ça? aller à la Comédie Française, aller à l'opéra, etc. Enfin, je veux dire, on rêve tous d'art. Ça dépend comment tu détermines ton art. T'es pas obligé de tout d'un coup d'aller voir quelque chose qui te parle pas. D'aller voir, moi, je peux aller voir l'expo d'Egon Schiele, ça me parle. Je comprends très bien que toi, par exemple, ça ne te parle pas. Mais l'art, c'est ça. C'est quelque chose, tu provoques des émotions, tu provoques quelque chose. Tout d'un coup, les artistes qui, en plus, sont là pour partager des choses, des émotions, la petite histoire de la grande histoire. Quand j'ai fait hier encore, je parle pendant des heures, tu vas me couper, ça va être vraiment. Mais non, j'adore. Hier encore avec Aznavour, tu vois. Charles Aznavour qui, quand même, est à côté de moi. On reçoit des artistes qui sont au plateau, tous les plus grands qui sont là, et qui partagent les petites histoires, qui te racontent comment tout d'un coup, t'écris un texte. Qu'est-ce qui se passe quand t'es chez toi et que tu te dis, voilà, je vais Salvatore Adamo, peu importe, Bruel, n'importe, je pars de ce principe-là et je vais dérouler mon texte. Ouais. Comment Goldman écrit? Comment les plus grands auteurs français ont écrit pour des artistes de renom? Qu'est-ce qui vient? Comment tu composes une musique? Un Didier Barbelivien ou plein d'autres. D'où ça te vient? Ce truc-là. C'est dingue, t'as forcément envie de savoir. C'est comme les documentaires où tu peux rester des heures sur un documentaire animalier, tu as envie de comprendre ce qui se passe, tu te fixes sur des...
Et là, je savais qu'il s'opérait une magie. Que tu retires 1 minute de cette magie-là, ou des heures, peu importe, il se passe quelque chose. Et donc, de pouvoir être aussi un peu actrice de ces moments-là, forcément, t'es grisée par ça, t'as envie de rester, quoi. T'as envie de rester. Ça crée une forme d'addiction, cette espèce de stimulation permanente, c'est ça? Ouais, c'est de la stimulation, c'est de l'envie, c'est du partage, c'est du lien. C'est pas pour autant que tu vas aller bouffer avec eux après, quoi. Hein. Je cherchais pas ça. C'était pas du tout une vie d'artiste et de paillettes. Je m'en fous de ça. Ouais, mais on se C'était laisse pas. entraîner par ce système qui est sans cesse dans la nouveauté. C'est challengeant tous les jours, en fait. T'as pas une journée qui se ressemble. Ouais, déjà, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est cette chance-là. C'est vrai. Et c'est aussi parce que tu rencontres, je sais pas moi, des auteurs incroyables. Quand t'as la magie du rire avec toi, tu t'appelles Florence Foresti, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, ou d'autres, tu vois, et tout d'un coup que t'as cette Jérôme Commandeur, je veux dire, ce qu'il fait aujourd'hui sur Canal, il me fascine. Quand t'as cette rythmique systématique, on a l'impression que c'est de l'impro, que c'est facile, etc. Pas du tout. D'écriture. Je veux dire, c'est dingue. T'as envie de comprendre, quoi. T'as envie de savoir comment ça se passe. T'as envie de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Ouais, c'est ce que Si on peut être un peu, voilà, ce petit maillon et se dire, ben, moi, je suis juste là pour essayer de provoquer un truc, quoi. Pour essayer de faire sortir de toi ce qui se passe et de délivrer, ben, c'est tout gagné. c'est la fierté, en fait, de faire partir du projet et aussi d'être proche de personnes que tu estimes inspirantes. Et ouais, le côté fascinant, ouais, je comprends bien. Mais du coup, toi, quand tu as commencé tout ce milieu-là, bon, c'était pas ton rêve, on l'a bien compris. Puis c'était pas non plus un milieu qui te faisait kiffer, où tu t'es dit, ça te faisait pas rêver. La télé fait rêver beaucoup de gens, toi, ça te faisait pas rêver. Non. Est-ce que aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, même si c'est dur d'être en introspection sur soi-même, tu saurais nous dire sur quel levier peut-être, toi, ça t'a fait grandir, transformer, évoluer? Alors, ça m'a fait grandir, mais pas dans le bon sens du terme. Ça m'a fait grandir sur l'inhumanité des gens. Je ne pensais pas qu'on pouvait être, euh, pour certains, si vil, si négatif, si mauvais, si haineux, si jaloux, si j'ai cette naïveté de le dire, hein, et cette honnêteté en même temps. J'avais pour moi vécu une période, alors comparé à beaucoup d'autres personnes sur cette terre, c'est rien du tout, mais j'avais vécu le départ, l'abandon, le départ d'un père, le départ parce que mort, hein, pas parce qu'il est parti volontairement, et donc j'étais j'avais des failles énormes, très tristes en fait, et je me disais soit je vis à 100% pleinement, soit je ne vis pas. D'ailleurs, ça m'a amené à faire des choix un peu pas toujours réussis dans ma vie, mais en tout cas, je voulais vivre pleinement, je voulais ressentir tout le temps. Et quand tu es dans cette logique-là, tout ce qui se passe dans les rencontres que tu fais, dans l'énergie que tu prends, tu as l'intuition, qui peut être bonne ou pas. Tu as ce moment que tu prends ou que tu prends pas. Quand tu as peur de tout, quand tu te méfies de tout le monde, évidemment, peut-être que ça te protège. Moi, j'ai tendance à peu me méfier et souvent me lancer, ce qui est un peu bête, hein, mais en même temps, j'ai tellement vécu de moments magiques et j'ai préféré me planter plutôt que de ne pas les vivre. Mais voilà ce que j'ai appris. J'ai appris qu'en fait, on peut aussi être face à vraiment de la bêtise et de l'inhumanité. Et ça se manifeste comment peut-être aujourd'hui dans la personne que tu es? Est-ce que tu t'es plus vigilante aux gens que tu fais rentrer dans ta vie, à ton entourage? Est-ce que peut-être il y a des red flags chez les gens quand tu les rencontres où tu vois peut-être la manipulation, le Non, vice? non. T'arrives toujours à avoir cette Non, friction? ça m'a rien appris sur les autres, ça m'a appris sur moi en revanche. Oh, c'est fort. Ça m'a appris sur moi, sur le côté de me dire comment moi je peux gérer ces situations-là. Et surtout, alors j'ai une petite intuition pour les autres. Je suis assez bonne, si tu veux, pour pouvoir peut-être non pas conseiller, mais en tout cas échanger, partager. Souvent, on vient se confier et tout. Et j'adore ça et je prends du temps pour ça. Je suis assez mauvaise pour moi, tu vois. J'ai peu de bonne intuition pour moi. Et en fait, ça m'a appris à changer mon regard par rapport à moi. Est-ce qui était important pour moi, ce qui était ma sécurité, ce qui était mes engagements, je les connais par cœur et ça, j'y changerai pas. Mais à ce qui vraiment fait mon intuition et ma perception. Et puis surtout, c'est la confiance en soi. Quand on manque, tu fais des choix qui sont pas toujours les bons. Quand petit à petit, tu reprends confiance et tu te dis non, mais en fait, ok, j'étais dans la bonne voie. Quand je sais qui je suis finalement au fond de moi, peut-être que ça t'amène pas au succès absolu ou que ce soit, mais
finalement, je reste dans le même truc, les mêmes amis depuis toujours, les mêmes, tu vois, les mêmes tout, mais avec plein de personnes en plus, mais cette même voie, avec les échecs, avec les failles, avec les chutes, avec tout, mais tu rebondis et ça te met encore plus dans cette sérénité de, OK, je reste dans ce que je suis. Mais comment tu fais et est-ce que tu estimes arriver aujourd'hui à avoir un équilibre dans ta confiance en toi? Parce que si je reprends ce que tu as dit dès le début, tu te sentais pas vraiment légitime à côté des grands artistes, des grands animateurs et c'est toujours pas le cas. Donc si on traduit ça c'est un manque aussi de confiance en toi qui est toujours présent ou pour toi, t'es toujours pas quelque part à ta place, et c'est très personnel, malgré la grande carrière, etc. C'est complètement décorrélé. Carrière d'ailleurs que tu ne vois même pas comme ça. Non, grande carrière, j'allais dire, mais non, mais tu dis qu'il y a une confiance que t'as acquis malgré tout. Mais non, mais en fait, j'ai confiance en mes valeurs et en ce que je suis. Mais la confiance, si tu veux, en soi, de se dire, je mérite je potentiellement peux, etc., c'est très différent. Je pense que quand on a une très haute opinion de la vie, de ce qu'on peut, ce à quoi on peut accéder, ce qu'on peut être, ce qu'on peut partager, on est toujours en manque de confiance et ça protège. C'est une protection, en fait. Se remettre en permanence en question, c'est aussi être à l'écoute des autres. Là, j'arrête pas de parler parce que tu m'interviewes, mais je n'ai que envie de toi d'interviewer, de me faire interviewer. On les voit pas parce ils sont tous les deux complètement perdus derrière les caméras. Arrête dans l'ombre, il y a des gens comme ça. Mais un jour, ça arrive. Sans signe de feu. Ah, mais si, pourtant, un jour, ça arrivera. Non, mais il y a des trucs, moi, c'était pareil, j'étais dans l'ombre aussi. Mais si tu veux, le côté de se dire, à un moment, ça te protège, quoi. Tu peux pas te dire, qui suis-je pour demain matin expliquer aux gens comment il faut penser, comment il faut être, comment il faut machin. Non. Qui suis-je pour avoir confiance en moi, une absolue confiance. C'est des cons, ça aussi. Mais c'est pas qu'on les reconnaît. Mais hyper intéressant ce que tu dis. Mais est-ce que pour toi, c'est possible de trop, justement, être en introspection et trop se remettre en question? Oui, peut-être trop. Je l'ai peut-être trop fait, ouais. C'est mal fait, surtout. Non, mais j'ai surtout peut-être mal fait. Tu sais, tu te poses des questions, tu te prends pour une psy à toi-même, tu t'auto-psychanalyses, tu lis les 200 bouquins de philo que t'as à la maison, t'as du Freud 10 fois et tu te dis merde, putain, moi sur moi, ça va pas. Et en fait, c'est contre-productif, on se maintient dans un truc. Je sais pas si c'est contre-productif. En tout cas, ça t'emmène dans des pensées qui sont géniales. Tu te remets en question en permanence. Il faut accepter aussi d'être constamment dans des choses qui sont contradictoires, tu vois. J'ai pas de contradiction et je crois qu'on est fait de ça. On est fait de contradictions. Donc, je suis pas d'accord. Hein. J'en peux plus. Oh non, tu vois, on est fait de ça. Et si tu les acceptes, ce sont des moteurs pour pouvoir avancer, pour justement t'amener ailleurs, quoi. Tiens, mais grave intéressant. C'est quoi tes contradictions à toi, celles que tu relèves le plus? Oh my God, il faut que j'adore. Mais je jure. Mais tu sais, elle rigole. Elle m'a dit la même chose. Marlène Schiappa, je l'ai eu pareil. À la fin, elle m'a dit, je te dois combien pour la thérapie? Non, mais j'adore. Et l'humain, c'est trop passionnant. C'est pas à toi que je vais le dire. Moi, tout à l'heure, t'as dit un truc, ça a grave résonné en moi. T'as dit, ouais, j'adore fouiller dans la tête des gens, essayer de comprendre, ça me fascine. Moi, c'est pareil. Bah oui. Donc, c'est quoi tes contradictions? Mes contradictions, c'est à la fois vouloir tout vivre et en même temps être dans une voie très très droite et très alignée où tu te dis c'est bon, tout est calé. Et dès que c'est calé, je me dis je m'emmerde, c'est horrible, il faut que je parte, c'est horrible. Dès qu'en fait c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir compris, je me dis oh mais quel ennui, je veux plus comprendre, je veux que ce soit une torsion. Dès que j'ai l'impression d'avoir peut-être compris un sujet ou plus ou moins amené, je me dis mais c'est quoi la suite? Mais pourquoi il faudrait y avoir une suite, tu vois? Pourquoi pas non plus être toujours dans la logique de cette contradiction? Je peux pas te dire. Il faut que je m'allonge encore une fois. J'adore. Mais tu sais quoi? Pour moi, hein, mais ça c'est personnel, hein, c'est pas ton introspection à toi forcément. Ta plus belle contradiction, c'est en tant que personne timide, réservée, d'être la girl boss animatrice que tu es. Moi, j'ai revu les replays là en préparant l'interview quand t'as fait les victoires de la musique, Nouvelle Star, etc. T'es une femme forte sur scène
tu montres pas tes failles. Et moi, j'ai pas forcément, tu vois, une nature réservée, timide, mais j'ai beaucoup d'amis qui le sont, et je sais que c'est pas quelque chose d'évident et de facile d'aller contre sa nature. Et ça, enfin, je sais pas comment tu le vois, mais pour moi, c'est une très belle contradiction d'arriver à dépasser ça. T'as franchi une barrière mentale. Ouais, mais tu sais, ça m'a joué des tours, en fait, parce que à force de vouloir me protéger d'un métier qui était donc, je te l'ai dit, un rapport amour-haine, quand tu veux te protéger de ce métier, du coup, tu te mets une sorte d'enveloppe d'image qu'on a voulu aussi te mettre. Hein. Moi, on m'a calé dans une espèce de petite logique d'image bourgeoise, jeune fille, très sympa, qui sourit et tout. Bon, c'est heureusement la télévision a changé un peu pour ça. Heureusement, et plein de nanas formidables ont réussi à amener autre chose, tu vois. Mais je m'y suis glissée aussi. J'ai accepté ce truc-là, que j'aurais peut-être pas dû accepter, mais j'ai accepté inconsciemment, consciemment, je sais pas, parce que c'était pour moi une protection. Mais c'était une fausse protection. Parce qu'en fait, à force de vouloir montrer une image très lisse, très truc, c'est pas toi, en fait. Mais c'était pour te protéger de quoi? Me protéger probablement, et c'est là où je te parle de l'inconscient, tu vois, c'était de ce métier qui est très dur, qui est très violent, qui est très politique, surtout quand on est un service public. Qui est très politique, qui n'est fait que de crispation, de place qu'on cherche à avoir, etc. Et toi, t'es là, tu me dis, non, mais attends, oula, prends-la la place, moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu ne comprends pas, les liens entre les gens, ils se mettent dans des trucs. Et toi, t'arrives, t'es pur, ça te dépasse, tout ça, quoi. bah, pur, non. Bah, dans l'idée. Même pas. Mais non, mais dans l'idée, c'est que t'as pas la vibe carriériste où tu veux à tout prix. En tout cas, je pense que chacun peut avoir sa place. Il n'y a pas de sujet. Ouais. Et le fait de me retrouver, donc, non pas à l'antenne d'ailleurs, c'était pareil dans le métier en général, mais cette protection que tu vas mettre avec des caméras, avec tout ça, c'est des protections qui font que les gens vont te saisir, mais pas vraiment te saisir. Donc, ils sont un peu... Et en même temps, ils savent profondément ce que je suis. C'est pas le sujet, tu vois. J'ai plein de messages dans tous les sens, tu vois, de spectateurs, du public qui étaient génialissimes et qui sont hyper chaleureuses et qui voient bien qui je suis profondément. Mais quelque part, toi-même, tu te mets dans cette logique de protection. Et en fait, ça te dessert parce que déjà le format, l'émission ne te permet pas de pouvoir être dans la discussion, dans l'échange, etc. Sauf rendez-vous volontaire inconnu, sauf plein d'autres choses. Mais c'est assez peu le cas pour des primes. Et en plus de ça, parce que finalement, t'es pas complètement toi. Donc, il y a un truc qui va pas. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes clics et tes claques au moment où tout se passe bien, au moment où tout est positif et tu dis, je vais faire du théâtre. Parce qu'en fait, si je dois jouer un rôle, joue-le vraiment, quoi. Ouais. C'est le deal. Tu sais que tu signes pour ça. Il y a un moment, ça va. C'est pas un truc tacite ou. Et c'est là où, depuis des années, sans le vouloir. 10 ans avant, Philippe Lelouch m'avait dit, mais tu devrais jouer au théâtre. Tu devrais essayer. Il a cette perception, lui, hallucinante, tu sais. C'est vraiment. Tu lui as dit quoi, du coup, quand il t'a dit ça? Il y a 10 ans? À l'époque, ouais, tu lui avais. Je me suis retournée vers les gens qui étaient à côté de moi. Je lui dis, non, mais il t'a parlé, je crois. Ah non, mais j'ai zappé. Je dis, ouais, super. Tu vois. Et au final, c'est resté. J'ai complètement évincé le truc avec des sourires, avec, ah ouais, ce serait top. Tu vois, espèce de silence, comme ça. Et puis, 10 ans après, il m'arrive, alors. C'est ouf. C'est bon? Incroyable. Mais, c'est vrai, ok. Ça, je vais te faire réagir sur ça, mais avant de te faire réagir sur le théâtre, je m'étais noté une question, honnêtement, que je m'étais laissée en bonus. Si jamais de toi-même, t'as abordé le sujet, parce que forcément, c'est un sujet délicat. C'est que je te vois, t'as peur. D'ailleurs, t'as employé un terme hyper intéressant. T'as parlé d'abandon pour parler du décès de ton papa. Mm-hmm. Donc, je m'étais noté cette question comme tu l'as abordée de toi-même. Ça te va si je te pose une question à ce sujet? Alors, tu as fait une interview là-dessus et j'ai noté pareil ce que tu avais dit. C'est toujours c'est l'interrogatoire. Je te fais que des citations et je te dis alors pourquoi tu as dit ça? Non, mais parce que vraiment, ça m'a beaucoup interpellée et je voudrais que tu approfondisses un petit peu plus. Alors, c'était dans l'émission L'Instant de Luxe pour Non-Stop People. Tu as dit, j'étais très jeune, tu avais 16 ans. Quand ton papa est parti, j'étais très jeune, je ne l'encaisse pas. On vit avec, on vit différemment, mais on ne s'en remet pas de perdre quelqu'un qu'on aime et avec qui on aurait voulu partager énormément de choses. Mon père ne connaît pas mes enfants ne le connaissent pas. Toi, aujourd'hui, je te connais pas depuis 50 ans non plus, mais t'es une femme solaire, t'es une femme ultra souriante. Comment tu fais justement au quotidien pour arriver à supporter le départ de ton papa et à garder justement ce côté hyper lumineux que ça? Je le supportais pas.
Mais malgré tout, Non. t'es hyper, c'est une façade, c'est ça. Ah non, pas du tout. Non, le solaire, hein, c'est non, ça. je te dis, non, franchement, c'est-à-dire que je pense que tu peux être solaire avec des manques, avec des abandons. Et c'est ce qui te construit. C'est-à-dire qu'en fait, je le supporte pas, je pleure tous les jours ou presque. Mais c'est quelque chose qui me construit, qui fait partie de mes failles. Je serais très différente, mais enfin, c'est très con de le dire parce que c'est une évidence, mais je serais très différente si je n'avais pas aussi vécu ça. Mais je n'ai pas perdu que lui, j'ai perdu aussi 2 amis proches de cancer du sein, triple X, il y a pas si longtemps. J'ai perdu beaucoup de gens autour de moi et c'est vrai que euh, les manques, les failles, les mauvais choix de vie, tout, c'est ce qui fait que ça te marque. Toi, tu peux pas dire autrement. Tu connais ça par cœur. Ça t'entaille, ça te cisaille, ça te donne envie encore plus d'aimer et aimer ce que tu aimes, découvrir des gens que tu ne connais pas, partir à la rencontre, partager, vivre plus que jamais. À 16 ans, tu te dis, ou 16 ans et demi, 17 ans, quand tu réalises, parce que tu as quand même une phase compliquée, tu dis, OK, soit c'est terminé, je vais me faire mes jours, soit je vis. Ouais. Soit je vis. Si tu décides de vivre, tu vis. Et c'est quoi ta façon, du coup, de vivre après cet événement-là? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as eu le choix qui s'est posé de dire justement, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre? Tu t'es dit que tu allais en faire quoi de cette vie? Je savais pas trop parce que j'avais pas la maturité pour pouvoir me dire ce que j'allais en faire. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une mère absolument géniale, ultra positive, ultra solaire, vivante, qui était très forte, tu vois. Et puis moi, je me suis dit, il faut que je prenne chaque instant et que tout ce qui s'opère autour de moi, la magie des gens, la magie des gens que je rencontre, il faut que je puisse être là. Et puis surtout, tu donnes raison. La fameuse intuition que tu développes, elle n'est pas que innée, native, elle est effectivement en développement avec tous ceux que tu rencontres. Et donc, du coup, tu te dis peut-être que moi, si j'ai cette espèce d'image un peu glacée, etc., mais en même temps avec ces entailles, peut-être que moi, je pourrais aider tous ceux qui croisent mon chemin, tu vois. Mais tu l'as puises où ta force? Parce que bon, j'ai bien compris que c'est bon. Toi, tu l'as plus où? La tienne. On n'est pas là pour parler de moi. Si. Oui, non, mais dis-moi. Tu veux que je réponde là? Ouais. Moi, je crois que j'ai un côté naïf et innocent de base, toujours. Et ma psy m'a dit, ça c'est sa théorie, que je suis née avec plus de force mentale que les autres et que c'est de naissance et qu'il y a des gens qui l'ont ou qui l'ont pas. C'est sa théorie. Voilà, je t'ai répondu. Oui, non, c'est toi. Non, parce que j'ai bien compris que toi, du coup, maintenant tu réfléchis. Toi, tu dis que c'est pas une façade et je l'entends, ton côté solaire, tout ça. Mais malgré le décès de ton papa que tu vis comme un abandon, les mots sont très forts. Tu as eu une carrière folle, tu as toujours une carrière où tu es en constant mouvement, avancé, etc. Qu'est-ce qui te donne la force? Qu'est-ce qui alimente cette force de continuer à créer, en fait? Il faut de la force, hein, mine de rien. Je pense que ce qui aurait été difficile, c'est si jamais j'avais jamais regardé derrière. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est se dire, t'avances, tu sais, tu connais ces gens-là, tu vois, qui avancent, qui se retournent jamais parce qu'ils se disent, si je me retourne, je tombe. Voilà. Moi, j'ai cette force-là, j'ai cette chance-là de pouvoir ouvrir la fameuse boîte de Pandore et de te dire, oh là là, vas-y, va fouiller la merde. T'as pas peur d'aller voir dans tes émotions, toi? Non. Ni d'aller, si tu veux, chercher ce qui va pas, chercher les moments où, ben, c'était pas les bons choix, c'était pas les bonnes rencontres, c'était parce que j'en ai fait, tu vois, des mauvais choix. Et toujours, toujours, tu réponds toujours à tout, en fait. Et à partir du moment où tu réponds à ces questions-là, tu sais pourquoi finalement t'as été vers telle personne qui était négative pour toi, que t'as été vers tel choix qui n'était pas forcément le plus réussi, ou que voilà. Le regret que j'ai, c'est que en fait, étant mal dans mes pompes, j'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire. J'ai été très peu à l'école à ce moment-là. Première terminale, c'était très compliqué pour moi. Les études après, j'ai fait le SJ, mais c'était comme si j'étais pas là, quoi. J'étais absente. Donc la fameuse prépa Sciences Po, j'y étais, j'adorais ça, et en même temps, je me suis pas senti le courage. En fait, tu vois, je vivotais. Je me suis dit, ça va, ça va, j'avance,
voilà, je suis comme une espèce de bateau et ça, c'est un regret. Tu te laissais porter. Je me suis pas vraiment laissée porter, j'ai toujours avancé, mais j'aurais préféré peut-être encore plus sombrer pour pouvoir mieux rebondir et après me mettre dans une logique de vraie réussite là où je voulais aller, plutôt que dans ce truc de je survis, non, c'est bon. J'ai toujours la tête en dehors de l'eau. Voilà. Complètement. T'étais un petit peu quelque part en pilote automatique. Ouais, longtemps. T'aurais voulu faire quoi comme étude, du coup? Je pense que j'aurais voulu continuer et vraiment faire Sciences Po et vraiment aller dans mes études, tu vois, dans études de la géopolitique et aller jusqu'au bout de cette idée-là. J'aurais voulu aller plus loin dans dans le. Alors après, j'aurais eu une carrière complètement différente, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais tout aurait été bien et possible. Et d'ailleurs, c'est pas interdit que je m'offre une carrière complètement nouvelle demain. De fou. Tu vois, grave. La télévision n'est pas du tout une fin en soi. Non, et puis maintenant, t'as plein de supports. T'as Twitch, t'as YouTube, il y a plein de choses possibles. Ouais, non, mais au-delà de ça. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, en diffusion, carrément partir complètement ailleurs, quoi, sur autre chose. Et je me l'interdis pas du tout parce que même une vie qui t'est imposée, tu vois, et qui est une vie parisienne, loin de la nature, loin d'autre chose, loin de t'as besoin aussi d'autre chose, quoi, au bout d'un moment. Ça t'a inspiré pour ton lifestyle, rendez-vous en terre inconnue peut-être, quand t'as visité tous ces endroits? Alors, je les ai pas visités moi parce qu'en fait c'est Fred qui partait avec l'artiste, le comédien en question ou l'invité en question, et moi j'étais celle qui en fait faisait la seconde partie de soirée, donc interviewer à la fois l'invité plus Frédéric Lopez, parce que lui aussi vivait la même aventure en fait, et il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il pouvait pas être à la fois l'intervieweur et l'interviewé. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit il me faut une troisième personne avec moi pour pouvoir parler après et être le lien, parce que Frédéric aussi vivait cette aventure dingue avec l'autre, même s'il était lui-même dans cette logique tu vois. Ouais, de fou. On part tous les deux au Pérou, au fin fond, tu sais que toi aussi tu auras des émotions dingues et tu auras envie de partager des choses et tu auras envie, au-delà des interviews que tu auras faites, tu vois, c'est deux regards différents, c'est grave intéressant. Oui, mais quand même tu te nourris des retours d'expérience. Donc voilà, ça t'a donné envie d'autre chose peut-être. Donc... Ouais, bien sûr, et j'aurais voulu aussi le faire autrement, mais on sait pas. Il a jamais été aussi. Enfin, il est extraordinaire, il est excellentissime dans ce qu'il est, Fred, à l'antenne, en interview, et je pense que jamais personne ne l'a égalé encore pour ça. Incroyable. On a besoin d'entendre des bons récits, de bonnes rencontres, de bonnes expériences. On va enfin parler du théâtre, mais Virginie. Alors, dans une interview, on revient encore sur le fameux Média Blog de Juliane. Mais je te dis, elle était hyper intéressante, cette interview. Tu as dit, quand je me suis retrouvée dans les coulisses du théâtre, j'ai eu un trac fou. Je n'arrivais plus à parler, j'étais pétrie d'angoisse, de stress, je me disais ne pas être du tout à ma place, craignant d'être ridicule et d'oublier mon texte. Mais tu as conclu par « Ce fut un moment clé pour moi qui va déterminer toutes mes futures années ». On parle de dépasser ses barrières mentales, là, clairement. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre, il t'a transformé en tant que personne? Parce que tu dis quand même que cette période-là a été déterminante pour tes futures années. Ouais. Je me suis jamais sentie autant à ma place que là. C'est ouf. Pourquoi? Ça, c'est fou, ouais. Ça, c'était dingue. Dinguissime. Direct? Ouais, vraiment. Vraiment. Et j'avais jamais ressenti ça avant, sur n'importe quelle autre émission, n'importe quel autre moment. Quand je suis, alors il y a toutes les répétitions, tu vois, avant. Il y a eu 2 phases en théâtre. Il y a la phase où j'ai joué pour France 2 avec les animateurs de la chaîne, qui étaient eux aussi comédiens, parce que Beccaro l'était, Patrice Laffont l'était, d'autres comédiens l'étaient aussi. Et il y a eu donc qui a été un premier moment clé pour moi, et ça c'est grâce à Olivier Mine encore. Raymond Aquaviva qui était le metteur en scène, Jean-François Barlet qui produisait avec Olivier. Ça, c'était des moments hyper clés pour moi parce que je me suis sentie vraiment mais dans un truc. Bon. Mais il y est resté quand même la caméra, l'antenne, la télévision, le truc, voilà, qui était sous-jacent, quoi, qui était un peu là, tu vois, tout le temps. Mais quand Philippe me choisit non pas en tant qu'animatrice télé, parce que c'était le cas pour l'hôtel du libre-échange de Fédo, mais quand Philippe me dit, Lelouch me dit, on joue l'hôtel du libre-échange avec nous, pardon, pas du tout, le temps qui reste avec nous, donc avec David Brécourt et Christian Vadim, je suis là vraiment dans un truc, je me dis non, c'est pas possible, c'est irréel, quoi, irréel. Il est, à quel moment peut-il me faire confiance là-dessus? Et je suis donc dans les coulisses, et pour la première fois de ma vie, j'ai le trac. Je l'ai jamais eu avant. Ah ouais? Pour les animations, non? Non.
pour la première fois pour la Saint-Valentin de chanson, donc le premier prime time que j'ai fait, c'est vrai que le 10, 9, 8, 5, tu vois, le décompte. Oui, ça fait monter la pression. Avec l'assistant réel, pour pas le nommer, Corentin Son, Coco, qui me dit, il avait un chewing-gum dans la bouche, il prend son chewing-gum, il me le colle dans la mienne. Il me dit, vas-y, pâche! J'arrive plus à parler. Je ne pouvais plus parler. Je dis, genre, ouais, tu vois, le vrai trac. Ça a duré 10 secondes. Et après, plus rien. Okay. Mais en revanche, le trac du théâtre. Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé dans ton mindset? Cauchemar. Je ne pouvais plus sentir tout mon corps entier était paralysé. C'est la peur de la nouveauté? Les mains, mais pas du tout. La nouveauté, j'adore ça. Tout ce que je ne connais pas, j'y vais. Pas du tout. C'est porter un texte. Mon Dieu, mais tu portes un texte. Tu portes un texte, tu dois te souvenir de chaque mot. J'avais des problèmes de mémoire terribles, d'angoisse, etc. Je sortais d'une période hyper dure en plus, parce que malheureusement, ça avait été très dur. Moi, j'étais super angoissée, J'avais des problèmes de mémoire, des trucs et je me disais, mais comment je vais surpasser ça? Comment je vais dépasser ces angoisses folles? Et puis surtout parce que t'as une équipe, quoi. C'est-à-dire que t'es pas toute seule sur scène. Tu peux pas rebondir. Tu peux pas, là, moi, je te raconte ma vie en 2 secondes, je t'embrouille. Et là, t'as un texte et t'as les autres qui suivent. Si t'as ta réplique, tu l'as pas. L'autre ne peut pas suivre. C'est un cauchemar. Donc, c'est un effet domino. T'as aussi cette pression de dire que les autres dépendent de toi. Les autres dépendent de toi. Et t'as le public qui est là en face, qui te regarde. Oh mon Dieu. C'était horrible. Horrible, horrible. Et j'étais avec 3 génies du théâtre qui connaissent ça par cœur, qui ont fait ça 500 fois. Cette pièce-là, il l'avait joué 300 fois, ce trio infernal, Brécourt, Vadim et Lelouch. Et moi, j'arrive petite avec la naïveté et tout. Et tout ce que j'aime du théâtre, j'adore le théâtre, je suis folle de théâtre. Vraiment, j'y vais très souvent. Et c'était moi qui étais là. C'était moi qui étais là. En plus, tu sais, t'es pas en costume, tu vois. T'as pas ta perruque et ton costume, quoi. T'es pas grimé. Ouais. T'es toi. Tu joues le rôle d'une nana qui vient d'enterrer son mari et qui est avec ses 3 autres potes dans une maison de campagne et qui parle du temps qui lui reste. On parle tous les 4 du temps qui nous reste. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'amour, la vie, la mort? Qu'est-ce qu'on fait de maintenant là? Et une transposition dans la vie terrible. Mais j'allais dire, quoi, ça colle bien avec ta vie de ce moment-là, vu que t'étais... ma vie de ce moment-là, ma vie d'avant aussi, parce qu'en fait, je l'ai déjà vécu, ça. C'est fou, ça. Ça m'a remis dans une perspective, ce que j'ai vécu quand j'avais 16 ans. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait? C'est quoi le temps qui me reste? Ouais, c'était un temps. Je me dis, j'ai 16 ans à l'époque. Le temps qui me reste, et en fait, je me suis dit, j'ai une vie, en fait. C'est quoi le temps qui me reste? Et là, tant qu'il me reste, bon, je devais avoir, je sais plus, 40 et quelques années à l'époque, 40, je sais pas, 43. Et t'es là, le temps qui me reste. Ah! Ouais, ça te mettait une presse de... C'est abyssal. Ouais. Abyssal, et tu portes ton texte, et tu dois pas l'oublier, et t'es pas juste, en fait, une fille qui fait des sourires, parce que Philippe Lelouch te dit, non, je te fais confiance, et c'est un vrai rôle, en fait. T'es là sur scène tout le temps. Tu rentres peut-être au bout de la 12e minute, après tu sors plus. Oui, c'est incarné, vraiment. Donc t'es incarné, tu vois? Ouais. Mais moi, il y a un truc que je relève et j'ai trop hâte que tu m'expliques, c'est qu'en fait, tu disais que bon, la télé, tu préférais clairement être dans l'ombre en général, que c'était dans ta nature, mais que pourtant le théâtre, tu t'es senti à ta place. Pourtant, tu es aussi dans la mais la télévision, je théâtre. préfère pas être dans l'ombre. La télévision, j'ai préféré à l'époque, si tu veux. Maintenant, ça marche parce que je me suis trouvé une place et parce que j'ai l'impression quand même d'avoir, non pas, j'ai pas confiance en moi, toujours pas, et tant mieux, mais la légitimité de pouvoir raconter quelque chose et de partager, certes. Sinon, je serais même pas là pour te parler parce que je t'aurais dit non, mais attends, quel intérêt, mais c'est parce que tu m'adores, c'est pour ça. J'aime la transmission que opères au théâtre aussi. Mais tu vois, j'ai revu d'autres producteurs, ils m'ont dit, mais tu veux rejouer? Je leur ai dit, c'est terrible. Ouais, j'ai envie, mais je suis tétaniste. Ouais. J'ai peur. Là, il y a eu le Covid, j'ai pas eu de chance. En fait, j'ai joué au théâtre et en fait, dans les premiers confinements, on a joué 7 fois. Bam, rideau, tous les théâtres fermés. On a attendu, puis on a rejoué encore. Je sais plus, 6 fois. Puis bam, rideau encore. 2e confinement, puis 3e, puis 4e, donc on a arrêté. Mais tous ces instants-là, c'était dingue. Et puis en plus, ce qui était fou, c'est que le peu de personnes qui sont venues, c'était très positif comme retour. Mais c'est frustrant. Ouais, de fou. Mais aujourd'hui, si je comprends bien, si tu y retournes,
Ça te fait grave peur. Ah ouais. Est-ce que tu dirais que ce qui alimente cette peur, contrairement à la télé où bon, t'es un peu seul en scène, bon certes t'as l'équipe, t'as les régisseurs, etc. derrière. Là, est-ce que c'est peut-être le fait que tout le monde dépend de toi? C'est quoi pour toi principalement qui alimente ce truc oppressant pour toi du théâtre et en même temps ce truc addictif de dire ouais c'est ma place, je veux y aller. Ouais, c'est ça. Tout le monde dépend de toi. Si tu portes un texte, je sais pas. Je pense que tu joues jamais de la même façon. C'est aussi la magie du théâtre, ça. Que tu joues jamais de la même façon. Tous les soirs, c'est différent. Tous les soirs, tu vas donner une énergie différente. Tu vas délivrer quelque chose de nouveau, et c'est ça qui est dingue. T'es dans l'instant, t'es dans le direct. L'émotion aussi. Il se passe un lien. Ouais, c'est ça. Il se passe quelque chose avec ceux qui sont là et qui attendent aussi beaucoup de toi. En sincérité. Ouais. Mmh. Mais bon, je suis plutôt toujours sincère, donc ça marche, quoi. Je crois que les gens Ouais, le savent maintenant. bien sûr, mais en télé, Oui. t'as ce truc plus formaté quoi qu'il en fait. Là, Voilà. c'est un peu une mise à nu le théâtre en Ouais. fait. Alors c'est une mise à nu, mais pour certains, te diront mais non, parce qu'en fait, tu rentres dans un rôle, donc c'est pas toi. Ouais. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Oui, je vois, parce qu'il y a une grande part d'émotion, donc c'est quand même une part de toi, des émotions que tu Un rôle d'ailleurs est interprété de manière complètement différente par un tel ou un tel, tu vois. Donc la preuve que effectivement, ce ne sera jamais, tu vois, ce sera jamais la même chose portée par la même personne. Depardieu qui incarne Cyrano, c'est pas la même chose qu'un autre. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Donc c'est aussi ça, cette magie que tu vas rechercher. Et je crois que la comédie, c'est évidemment une psychanalyse, quoi. C'est magique. T'as compris quoi sur toi? Je sais pas, je sais pas si j'ai compris grand-chose. Mais En introspection, forcément, ouais, mais avant, je suis c'était contente dans l'instant. Oui, constante, je vais y arriver, introspection. Tu en permanence réfléchis sur toi-même, tu te redis mais non, mais en fait ça va pas. Mais est-ce que tu as vraiment pensé comme ça? Est-ce que tu ne devrais pas? Et puis finalement, tu te dis écoute, ça va. ouais, de fou. Ouais. Il y a ton cerveau qui et t'as besoin d'avancer. Et puis finalement, tu vas pas te regarder tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas Non, aucun t'es pas intérêt. dans l'action. Je suis plutôt tournée vers les autres que sur moi-même. Donc voilà, mon principe de vie personnelle et professionnelle, c'est d'être tournée vers les autres. Beaucoup d'altruisme, je le sais. Bah, Virginie, on va parler de tes engagements humains. Mon Dieu, qu'ils sont nombreux. Merci. Alors, depuis 2007, tu es engagée, donc ça remonte à très loin avec l'association humanitaire Caméléon qui protège et qui réhabilite les jeunes filles des Philippines victimes d'abus sexuels et de maltraitance. C'est une des très nombreuses associations que tu soutiens. Alors, en regardant de plus près les associations que tu soutenais, j'ai vu que souvent, il y avait des enfants qui étaient au centre du projet. On a par exemple Sourire à la vie qui vient en aide à des enfants atteints de cancer, ou cette année, le festival ODP au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France. Je sais que tu es aussi hyper touchée par le harcèlement scolaire. Tu saurais expliquer cette sensibilité particulière sur les sujets qui sont liés aux enfants? L'innocence, aujourd'hui, tu ne pourras jamais, je ne pourrai jamais entendre ces arguments qui sont dits au travers de plein de dictateurs ou de guerres, qui est que les civils sont responsables. Un enfant n'est jamais responsable de ce qu'il vit. Un enfant n'est jamais responsable d'une situation, d'une mère défaillante, d'un père nocif, toxique, d'un pays en conflit, et je pense que c'est un combat qui se rapproche aussi de celui des femmes, qui n'est pas exactement le même, mais c'est souvent très lié. Et je crois que l'engagement aujourd'hui, ce qui est porté par des femmes qu'on connaît tous et qu'on remercie toutes aujourd'hui, comme Simone Veil ou d'autres, qui ont permis ces engagements, mais aussi comme Coco Chanel, comme Marine, comme plein d'autres, comme Brigitte Bardot ou autres, dont je défends pas les valeurs aujourd'hui, mais je défendais ces valeurs avant. Il y a plein de choses qui sont pour moi, et notamment la cause animale, mais il y a plein de choses pour moi qui sont très fortes sur la position qu'on ne peut plus taire aujourd'hui. La France est défaillante sur la protection de l'enfance. Elle est défaillante sur la protection de l'enfance, elle est défaillante sur la protection des femmes aussi. Les viols ne sont pas jugés, les agressions sexuelles ne sont pas jugées. Et sur les enfants, on pourra dire ce qu'on veut, ils ne sont pas protégés. Il n'y a toujours pas un ministère de l'enfance ni de la petite enfance. Il n'y a toujours pas ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que nos enfants puissent enfin être dans une logique de protection. C'est pas une protection civile et sécuritaire, c'est une protection par rapport à la projection future. Quand tu es à l'école, et peut-être si on devait éventuellement réfléchir à ce qui m'a manqué moi à l'école et ce qui manque aujourd'hui,
c'est de se considérer petit citoyen. Ça veut dire que tu as une capacité à pouvoir faire changer les choses. Tu es celui qui va voter demain. Tu es celui qui va pouvoir aussi regarder autour de soi. Tu es aussi celui qui va pouvoir peut-être monter une asso, peut-être défendre des valeurs, etc. On a tous ces trucs, des logiques d'engagement. Et l'État, qui peut faire des choses grandes, certes, mais aussi, s'appuie beaucoup sur les associations et tout ce que portent les assos aujourd'hui. Tu vois, dans le monde de l'éducation, on a été tous les deux sur School TV, on connaît. Dans le monde de l'éducation, voilà, pour par exemple les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que ce sont des associations qui les font pour défendre la laïcité. Ce sont tous le Conseil des sages, des historiens, qui viennent pour défendre ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société civile qui en permanence est là pour aider. Ce sont les civils qui sont là pour aider en cas de tsunami, d'ouragan ou de tremblement de terre. Ce sont les civils qui en permanence aident pour pouvoir nourrir ceux qui sont absents. Alors, c'est fabuleux, mais j'ai envie de dire, il y a un moment, peut-être qu'il va falloir aussi... voilà. Je vais pas faire de politique à 2 balles, mais c'est juste mon engagement, il vient de là, c'est que on ne peut pas laisser ces enfants, aujourd'hui, nos enfants, dans le vide abyssal dans lequel ils sont. Oui, et puis en tant que civil, on peut pas tous supporter, chacun doit assumer ses responsabilités. Ouais. Toi, ces engagements, tu les as portés très tôt, 2007, vraiment début de carrière en télé. Est-ce que toi, j'ai la réponse, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas vu l'interview d'il y a un an. Est-ce que toi, en parlant un peu de l'enfant intérieur, quand tu étais petite, tu avais déjà cette fibre sociale de te sentir vraiment concernée par tout ce qui peut être impactant autour de toi et d'essayer, en tout cas, toi, à ton petit niveau, d'avoir un impact et d'être actrice de ça? Oui, mais très, très jeune, effectivement, très jeune. Je voulais sauver le monde, mais je crois qu'on est tous comme ça. Non, pas forcément. Je sais pas, je crois qu'on a tous cette envie de vouloir changer les choses. D'ailleurs, quand tu votes la première fois, en général, voilà, quoi, c'est logique, tu votes extrême, enfin extrême gauche, quoi. Enfin, t'es vraiment dans quelque chose qui soit vraiment de la défense, quoi, des valeurs et tu peux continuer d'ailleurs après, c'est pas le sujet, mais je veux dire, t'es vindicatif, tu veux changer la société, t'as envie d'être là, acteur du changement. T'as envie, qui va supporter aujourd'hui? Qui va te dire qu'être raciste, c'est normal? Qui va te dire qu'être antisémite, c'est normal? Qui va te dire que ça... Non mais, c'est des choses, sans parler de politique, c'est des valeurs, il y a un moment, tu ne peux pas, admettre ça. Je suis d'accord, mais il y a quand même un monde, et tu le sais, parce que dans le monde associatif et des engagements, franchement, souvent, on se sent aussi très, très seul. Il y a peu d'actions autour, tu l'as très bien dit. Il y a un monde entre le penser et agir. Toi, ça a quand même été une évidence dès le début de ta carrière de dire, OK, je m'engage, je mets ma visibilité, ma notoriété au service de... C'est quoi qui te donne envie, toi, en tant que personne, de donner de ce temps? On sait que le temps, surtout quand tu es au top de ta carrière en télé, que tu es demandé de partout, etc., le temps, il est hyper précieux, t'es maman, etc. Ça t'apporte quoi à toi, personnellement? Pour toi, c'est nécessaire? Alors non, les gens qui ont manque de temps, ce sont les ouvriers, ce sont les personnes qui bossent comme des chiens, tu vois, dans des boîtes, etc. Nous, à la télévision, on va pas dire qu'on manque de temps. C'est pas vrai. On a du temps pour nous. Moi, j'ai des gens, j'attends depuis 1 an qu'ils me donnent des dates d'interview parce qu'ils sont occupés. Ouais, mais faut arrêter de se mentir. Il y en a, non, on a une vie, non. On a du temps et on a du temps pour s'engager, on a du temps pour les autres. En revanche, oui, non, c'est clair que je vois, enfin, je pense que c'est impossible que si tu prends le temps d'interviewer les gens que tu croises dans le métro, ils te disent, oui, je suis insensible au mec qui est allongé là et qui n'a pas bouffé depuis 4 jours. Mais il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est autre chose de s'engager, de donner son temps, de faire partie d'une asso, d'être marraine. Nous, on a la possibilité de s'engager. Je pense que tu as plein de gens qui n'ont même pas la possibilité de penser au temps qu'ils pourraient mettre là-dedans, si tu veux. Quand t'as pas le temps, t'as le temps de rien, que tu dois gérer ton travail, que t'es une mère seule en plus avec des enfants, que tu dois tout. Je comprends que t'aies pas le temps. Nous, on a cette responsabilité-là. On doit être aussi ces gens-là. Et c'est vrai que dès le début, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était aimante déjà. J'ai eu beaucoup de chance pour ça, qui était très présente. Et puis on avait, non pas les moyens, mais en tout cas, on pouvait, partir en vacances et bouffer.
Et il y avait ces gens que je croisais dans le quartier qui avaient rien à bouffer, quoi. Oui, tu peux pas être insensible à ça. Non, évidemment, j'étais avec eux et je passais du temps parce que tu peux filer une pièce. Mais le plus important, en fait, c'est la dignité aussi. Bien sûr, bien sûr. La dignité des gens que tu as envie de rencontrer, avec qui tu as envie de discuter. Moi, ce fameux Francis dont je t'ai parlé, qui était SDF en bas de la maison, bah ouais, je passais du temps à prendre des cafés avec lui. À ce que lui puisse dire, oui, monsieur, j'aimerais bien un Perrier. Voilà, c'était ces moments-là, tu vois, acheter le journal, etc., à prendre le temps de discuter, à partager une vie, à comprendre comment on peut être là et tout d'un coup tomber, sombrer. Lui, il a sombré par amour. Je sais, c'est du Zola, mais c'était si beau, quoi. T'avais envie d'écrire des tonnes de textes dessus. C'était fou d'être dans quelque chose aussi passionnel qu'il a amené, malheureusement, à l'enfer et à la mort après, mais voilà. Mais il y a tellement de drames humains et c'est des humains, il y a toujours une histoire de vie, un drame forcément qui les amène à cette situation-là. Mais moi, je tiens juste à dire que c'est pas tout le monde. Enfin, on est marraines toutes les deux d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Moi, le patron, il m'a dit, je dirais pas quelle personnalité publique qui a refusé d'être marraine parce qu'elle a demandé 500 000 balles. Non, mais c'est pour ça, je te dis. Et je suis sûre que la meuf, tu la croises et tu lui dis oui. Est-ce que les violences faites aux femmes, ça te touche? Elle va te dire oui. C'est une chose de prêter son image, de donner du temps, etc. Et je pense que toi, ce qui fait ça, et tu vas encore dire oui, mais tu me sauces trop, j'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est mon média, d'accord? C'est que tu es dans la transmission. Et c'est vraiment ce qui domine tout cet échange, c'est que tu vis vraiment littéralement pour essayer d'apporter quelque chose de positif aux personnes qui sont dans ton entourage proche ou non. Et ça t'honore parce que ce n'est pas tout le monde, et ça, c'est important de le dire. Écoute, merci beaucoup, tant mieux si ça m'honore, mais je t'assure, c'est vraiment pas le but de l'histoire, c'est vraiment parce que tu vois, il y a plein de lieux dans lesquels je pourrais être engagée aussi, qui sont des luttes féministes, notamment le Media Club L, qui est un club d'audiovisuel qui lutte justement contre les violences faites aux femmes, et je suis très contente d'y rentrer maintenant. J'aurais voulu y aller depuis longtemps, mais je n'osais pas parce que j'avais peur d'être encore une fois dans le syndrome de l'imposteur, tu vois, de cette personne qui va soi-disant porter une lutte et en fait qui ne va que assister et que se servir d'un réseau. Je me suis guérie de ça maintenant. Je me suis guérie de ça, mais je luttais aussi contre ces violences-là et pour ce féminisme-là positif qui se fait avec les hommes, hein, qui n'est pas du tout un féminisme enragé, qui est doux en fait, mais qui est juste un moment qui est très engagé en revanche. Voilà, qui est très défini, qui n'est pas, il y a pas de virage possible. C'est intangible. Voilà. Et c'est tellement droit que dans ces luttes là, mais il y en a mille, hein, mais en tout cas celles que je peux porter, dans lesquelles je peux m'engager, qui est la défense des droits des enfants et du droit des femmes. Je pense il ne faut pas tergiverser. Et si les femmes Azadi, si Gisèle Pénicaud, si plein d'autres nous ont montré des exemples absolument saisissants, je crois qu'il faut pouvoir aussi se dire à un moment quel est notre regard, nous, sur la société, sur ce qu'on porte, tu vois. Je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis. Je t'aime tellement. Ma Virginie, la dernière question, elle va être sur ton mindset. T'as tellement un mindset Sagittaire. Il faut tellement que tu fasses... C'est quoi le mindset Sagittaire? C'est le mindset, je suis chill et je me laisse porter par la vie et j'adore ça. C'est pas le... Ouais, non, bah pas du tout. En fait, t'es le dernier... J'ai mal fait. Ouais, j'ai capté, c'est l'arc. Mais c'est ça, Sagittaire. Merci. Mais en fait, t'es le dernier signe de feu. Non, mais t'es le dernier. Moi, j'ai capté. T'as bien aimé. T'es le dernier signe de feu du zodiaque. Donc, au contraire, c'est le plus tempéré en termes de vénère. Bélier est plus vénère. Bref, très chill, Sagittaire. Ah ouais. Et pour toujours le... Je suis à fond sur le magnétisme. J'adore la magie. Je suis une sorcière. Ah oui? Ah ouais. Sur la transcendance, je crois beaucoup au fait qu'il n'y ait pas qu'une seule vie, etc. et tout. Ah oui, mais c'est vrai que sur l'astrologie, et pour autant, j'ai toute une famille qui est là-dedans, mais c'est vrai que je n'y connais rien. Ah ouais, tu m'apprennes. Mais attends, mais tu sais que j'ai créé un site internet sur l'astrologie en 2017. Je vais te l'envoyer après. C'est une maman, ça te met comment? Ouais, bof. Les gens peuvent taper, vous tapez Dorit fait de l'astrologie WordPress, vous tomberez dessus. Et c'est quoi? Je l'alimente plus depuis 2017. Il continue de cartonner. Les gens, ils adorent les trucs de sorciers, je te jure. Mais c'est sorcier, l'astrologie?
Bah, tout est sorcier, numérologie, tout ça, c'est, Sorcier, toi. bah, moi, j'appelle ça les trucs de sorcier, un peu. Mais parce que tu cherches des explications un peu mystiques, t'as vu, genre. Mais c'est pas mystique, en fait. Ouais, après, c'est pas une science non plus, t'as vu, c'est pas reconnu, c'est pas la NASA, quoi. Moi, j'adore ça, c'est ma passion. Bref, Sagittaire. Donc, toujours pour l'interview du blog de Juliane, là, hyper intéressante cette interview. T'as dit, dans ma vie, la seule chose qui m'a guidée a été de ne faire aucun plan. Donc moi, ce que je comprends de cette phrase, c'est un gros lâcher prise et finalement une confiance aussi en l'avenir, ce qui est d'ailleurs hyper intéressant parce que tu as répété plusieurs fois que tu n'avais pas confiance en toi, mais tu as quand même confiance en l'avenir. Pour toi, est-ce que essayer de contrôler les choses, c'est plus oppressant qu'autre chose? Alors ouais, le problème, c'est que tu le décides pas. C'est le principe des contrôles fric. À aucun moment, tu te dis, alors sauf quand tu es vraiment toxique, tu dis je contrôle en permanence, mais en fait, tu contrôles rien. Tu contrôles ce que tu peux éventuellement contrôler de ta vie. Mais très honnêtement, là où tu es force de contrôle, c'est quand tu justement arrives à lâcher prise. Ça, c'est dingue. Et toi, tu y arrives du coup. Apparemment, t'es pas dans la anticipation. Je ne sais pas si vraiment. Je pense que j'arrive à lâcher prise sur beaucoup de choses qui paraissent essentielles pour certains, et donc du coup complètement dément. C'est vrai. Pour d'autres choses, le lâcher prise, je sais pas si c'est total. En tout cas, ouais, j'ai une bonne faculté à ne pas avoir peur de lâcher, de ne pas contrôler et de me laisser emporter. Et pour autant, je suis pas camée, c'est une chance parce que je pense que c'est une vraie voie vers la drogue. Mais non, mais c'est vrai, j'ai la chance de ne pas aller vers trop de vices, quoi. Mais ça, tu vois, ça c'est intéressant, c'est une autre contradiction. C'est que tu lâches prise quelque part, c'est-à-dire qu'en fait, t'aimes pas faire des plans, t'aimes pas être dans le contrôle, etc. Mais en même temps, c'est au quotidien, c'est pas non plus quelque chose de totalement naturel pour toi. Je sais pas, je sais pas, je crois que je saurais pas répondre à cette question. Est-ce que c'est naturel faire des plans? Non, je fais pas de plans. Contrôler, on essaye tous plus ou moins d'avoir du contrôle sur les situations. Mais tu peux pas contrôler une situation. Enfin, à quel moment? Ouais, mais inconsciemment, je sais pas, admettons. Non, mais justement, c'est la bêtise, c'est de rester sur l'idée que c'est inconscient. C'est pas du tout inconscient puisque tu sais le contrôler, donc c'est conscient. Ouais. En fait, non, tu cherches pas à contrôler une situation. Il faut pouvoir être suffisamment à même de t'ouvrir et d'encaisser pour pouvoir justement gérer au mieux une situation. C'est ça qui fait que tu la gères le mieux possible. Moi, j'ai eu des moments de tristesse épouvantables, de remise en question épouvantable, d'angoisse terrible. Et je pense que j'ai réussi à aller bien et à rebondir parce que j'avais cette faculté en moi de me dire, OK, je peux sombrer, je peux y arriver. Ouais. En fait, de ce que je comprends, t'es vachement dans l'acceptation de tes émotions. Ça, c'est une force énorme. Ouais. Ça, c'est, Ouais. T'as été élevé comme ça ou c'est quelque chose que t'as développé tout seul? Ta famille, ton père, ta mère, ils parlaient des émotions librement à la maison? Ouais, ma mère, j'adore. Elle en parlait pas mal. Mon père, j'ai pas vraiment eu le temps de discuter de ça, mais tu sais, moi, j'étais une petite racaille quand j'étais jeune, quand même. Hein. J'étais un peu, ouais, ça. Ah ouais? Oui, je sais. Non, mais c'était, ouais, j'étais très grande gueule. Je faisais que des conneries à l'école. J'étais pas dans les dîners de famille, tout ça. Je disais toujours ce qu'il fallait pas dire. Authentique, sincère. Pénible. Ado pénible. Ouais, alors, tais-toi, c'est bon. Tu vois, la phrase qu'il faut pas dire, le truc qui va choquer tout le monde. Mais c'est bien, la politique, n'en parlons pas. Tu gardes pas les choses pour toi, tu les exprimes du coup, c'est ça. C'est ça, mais quand t'es immature, c'est souvent con. Ouais, après, quand tu mûris avec le temps, ça va, tu réussis à être un peu plus percutante. Mais je sais plus la question de départ, mais ouais, voilà, c'était ça. Tu as très bien répondu. J'adore. C'est parfait. Ma Virginie d'amour, franchement, j'ai passé un moment incroyable. Est-ce que t'as kiffé? Bah oui, grave, j'ai kiffé. Mais toujours, c'est toujours un bonheur d'être avec toi, les interviews, tout ce que tu fais. Et ça m'étonne pas que tu cartonnes. Franchement, je l'ai dit au départ. Hein. Bah ouais, mais franchement, tu sais quoi, t'es vraiment la première à avoir cru en moi, parce que je le répète, t'es vraiment la première personne que j'ai interviewée, mais de tout. J'avais jamais interviewé personne avant toi. Du coup, j'étais vraiment pour le coup en terre inconnue. Et tu t'as tout de suite été mais tellement soutenante, tellement bienveillante. Et franchement, je te remercie, mais
fois 1000 parce que tu sais à quel point les rencontres, ça change dans la perception de soi-même. Et tu as été cette personne-là qui a été vraiment une lumière pour moi et tu l'es toujours. Mais quand on commence, on est encore plus, tu vois, à l'écoute de ça. Du coup, je suis tellement contente que tu sois là aujourd'hui et c'est trop cool. Merci. Mais t'as ça en toi, en fait. Donc, tu ne pouvais pas passer à côté de ça. Non, c'est vrai. Ça me touche de ouf. Venant de toi, ça me touche de ouf. Et puis, je pense que c'est une façon aussi, on va pas faire ta psychanalyse à toi, mais c'est une façon de réparer beaucoup de choses et donc ça permet d'avancer. Bah, franchement, moi, je sais que je déteste parler de moi dans les interviews où j'interviewe des gens parce qu'autrement, si c'est une interview, je dois parler de moi. Non, mais ça, je sais pas faire déjà. Moi, j'avoue, je suis une grosse contrôle fric. Mais juste pour dire cet élément-là sur moi, c'est vrai qu'en fait, moi, je suis comme toi. Quand t'as parlé beaucoup de transmission, en fait, c'est pour ça que je suis ravie d'interviewer des gens comme toi qui sont extrêmement, tu vois, inspirantes. J'ai le droit, je me permets, j'ai le droit. Qui sont très inspirantes et qui ont beaucoup de valeurs humaines à faire passer, d'engagement, d'authenticité, de plein de choses qui me sont chères. C'est qu'en fait, pour moi, c'est des cadeaux à offrir aux autres, des gens qui peut-être ont des soucis, qui vont pas très bien, et en fait, c'est que des bonnes énergies, et tu contribues à ça, et je suis très heureuse de diffuser ça à travers toi dans le média, et merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Trop cool. Confiance. Bah, confiance à vol, tu rigoles. Merci à toi de m'avoir fait confiance dès le premier jour, en fait. On va les emmerder, là. Merci. On va conclure sur tellement d'amour et de bisounourserie. Ma Virginie d'amour, ça s'appelle Check le média. T'es chaud qu'on fasse un check? Check.